Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a clos ses portes à Brazzaville. Les participants repartent avec l'idée de renforcer la démocratie, la paix et la coopération interparlementaire en Afrique francophone. Vision partagée par les présidents des deux chambres ivoiriennes. Et l'administration publique ivoirienne est dans une dynamique de modernisation. Elle est soutenue dans son ambition par des partenaires, l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, ont signé une convention pour 5 ans. Le projet va coûter 8 milliards de francs CFA. Et on dit tous oui à des élections apaisées. La CEI engage le dialogue avec les confessions religieuses. En prélude à la présidentielle du 25 octobre, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibier, va à la rencontre des guides religieux pour les informer et surtout les impliquer dans la sensibilisation des populations. Près de 20 pays et organisations internationales voient le secours du Soudan en proie à une guerre depuis 2 ans. Réunis à Londres, ils ont lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat et ont promis de soutenir l'assistance humanitaire à hauteur de plus de 800 millions d'euros. Bienvenue sur RTI 1. On commence tout de suite par Brazzaville avec cet événement qui a capté l'attention pendant 48 heures. La 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a clos ses portes. Les présidents des deux chambres ivoiriennes et leurs pairs se sont engagés à renforcer la démocratie, la paix et la coopération interparlementaire en Afrique francophone. Sidonie Davila, Ulrich Adongon depuis Brazzaville pour vous. Rideau sur la 16e conférence régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. 2 jours d'échanges, de réflexions, conclus par une série de recommandations clés. Élargir la diplomatie parlementaire dans la région en intensifiant le processus du dialogue entre Africains et dans les pays où la situation l'exige. Concrétiser dans les plus brefs délais les actions de diplomatie parlementaire dans les pays en transition en Afrique de l'Ouest, telles qu'adoptées lors de la réunion du Bureau international de l'APF en juillet 2024. Soutenir la désignation de son Excellence Faure Essozima Gnassingbé, président de la République du Togo, en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et d'élections apaisées pour son pays. Tout ce que nous pouvons rechercher, c'est que quel que soit le pays, que les élections à venir soient des élections apaisées. Et dans l'intervention, on a montré que la Côte d'Ivoire, qui a connu une stabilité, une paix pendant 15 ans, a aussi connu un développement. Donc le développement va à la paix, la stabilité, et donc on en appelle à des élections apaisées. Mais l'APF va s'organiser pour pouvoir être observateur dans plusieurs pays concernés par les élections. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays membres de l'APF, s'engage à transformer les résolutions de cette 16e conférence en actions concrètes. Ensemble, ils veulent bâtir un Parlement uni, tourné vers le progrès, porteur d'espoir, à une vision commune. C'est de renforcer les fondements de la démocratie, encourager le débat constructif et promouvoir la paix sociale. Voilà, la 16e conférence de l'APF s'achève ainsi, ouvrant la voie à la 17e édition prévue au Togo en juillet 2026. Et je rappelle que les présidents des deux chambres ivoiriennes, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, étaient donc à Brazzaville pour cette rencontre. L'union fait la force. Ensemble, on va donc plus loin. Et la Côte d'Ivoire ainsi que la Corée donnent le parfait exemple avec cette convention. L'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, ont scellé un partenariat pour 5 ans pour le rayonnement de l'administration publique ivoirienne. Le projet va coûter 8 milliards de francs CFA, nous rapporte Franco Adio et Cissé Ibrahim.
La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud renforcent leur coopération à travers cette signature de convention. L'accord porte sur la modernisation et la transformation de l'administration publique en Côte d'Ivoire. D'un coût de plus de 8 milliards de francs CFA, le projet s'articule autour de 3 composantes. Ce sont la digitalisation du système de formation de l'ENA, le développement du système d'information et le renforcement des compétences des fonctionnaires et agents de l'État. Le secteur éducation-formation est l'une des priorités de la COICA en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle la COICA a décidé d'appuyer le gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'administration, plus particulièrement au niveau de la formation des agents. Après cette signature, nous allons recruter une agence de mise en œuvre pour l'exécution du projet au niveau de la Corée. Le projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique sera mis en œuvre sur la période 2025-2029. C'est donc un projet très ambitieux qui vise à soutenir les efforts d'accélération de la modernisation et de la digitalisation de notre administration. Ce projet aura un impact positif sur l'ensemble de l'administration ivoirienne, en contribuant à l'amélioration du système global de formation. Il favorisera l'émergence d'une nouvelle génération d'agents publics compétents, engagés et capables de répondre aux défis de la construction d'une Côte d'Ivoire toujours au travail. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto annonce la réception de 100 bornes tactiles par l'Agence coréenne de coopération internationale dans les prochains jours. Ces équipements permettront de renforcer les capacités de l'Observatoire du service public OSEP. Voilà, et la Côte d'Ivoire au travail prépare la présidentielle d'octobre prochain. Alors, on s'engage tous pour la paix et on dit oui ensemble à des élections apaisées. La CEI poursuit justement sa rencontre avec les couches sociales. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubier, s'est entretenu, vous allez le voir, avec les guides religieux et ils ont promis à leur tour d'être des messagers de paix auprès des populations. Marie-Chantal Akandan, Nadège Kassi, Lamine Dramé. Le souci de renforcer la transparence autour du processus électoral est au cœur des échanges entre la CEI et les confessions religieuses. Un cadre de communication pour expliquer les enjeux de la révision de la liste électorale. Devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la commission centrale de la commission électorale indépendante d'avoir cette rencontre avec les hommes de Dieu que vous êtes, toute obédience confondue. Vous, ministre des cultes, vous, autorités religieuses, vous, guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Le président de la commission électorale indépendante CEI lève plusieurs zones d'ombre. 2 questions font l'actualité. L'organisation d'une nouvelle révision avant octobre 2025 et la question de l'audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques. Il convient, la bonne compréhension, de rappeler que la Commission centrale a clos le premier cycle électoral par l'organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées après chaque élection afin d'améliorer le processus. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme desquelles nous pouvons citer réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale si possible. Améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement, identification et affectation des doublons et de validation des parrainages en toute transparence. C'est en exécution de ces recommandations consensuelles que la Commission électorale indépendante a entrepris en 2024 d'élaborer un chronogramme pour la révision de la liste électorale qui débutait en juillet 2024 et s'achevait en mars 2025 après l'arrêt de la liste électorale définitive. Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la révision de la liste électorale 2024-2025 s'ouvre plus tôt en octobre 2025. Par ailleurs,
Afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l'option d'enrôler les requérants devant atteindre l'âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c'est-à-dire à la date de l'affichage de la liste provisoire. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. En réaction, les responsables religieux ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner le processus électoral. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. La réunion d'information, d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses, je viens d'apprendre beaucoup de choses. En s'appuyant sur l'influence des confessions religieuses, la CEI espère ainsi apaiser les tensions, renforcer la confiance et encourager une participation citoyenne responsable. Voilà, et le message de paix relayé partout pour ce trésor inestimable. On s'engage tous. Justement, la commission électorale indépendante se prépare pour un scrutin apaisé. Le débat sur son impartialité est aussi au menu des échanges avec des partis d'opposition. Le RHDP, parti au pouvoir, a donc convié les journalistes ce jour pour en parler, nous dit Noussangari. À ce rendez-vous du RHDP, tribune d'échange régulier avec la presse, le porte-parole du parti présidentiel, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est prononcé sur la composition de la commission électorale indépendante. Pour le RHDP, l'organe électoral n'a jamais été un instrument au service du parti au pouvoir. Cela veut dire que l'initiative, la composition, les missions ainsi que les règles qui régissent le fonctionnement de la CEI ne sont pas une création du RHDP. Mieux encore, souligne le RHDP, c'est sous le régime d'Alassane Ouattara que la commission a connu le plus de réformes de son histoire. En 2014, en réponse à la crise de 2010, une nouvelle réforme voit le jour. Ensuite, à l'issue du dialogue politique de 2018-2019, une nouvelle réforme intervient le 5 août 2019. Cette réforme prend en compte les conclusions du dialogue politique et les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. En 2020, après la présidentielle, une fenêtre des réformes est encore ouverte pour permettre au PPACI de faire son entrée au sein de la commission. Auparavant, le PDCI, qui avait boudé son siège au sein de l'institution, finit par désigner un représentant. Cela traduit tout simplement l'esprit d'ouverture d'un régime désireux de promouvoir la démocratie et le consensus. En attendant la publication de la liste électorale définitive, le RHDP assure qu'il est prêt à engager le processus de parrainage. Voilà, et toujours sur le terrain politique, le PDCI, noté en bref, s'active aussi pour la présidentielle d'octobre prochain et a organisé aujourd'hui sa convention pour désigner le candidat du parti à ce scrutin. Près de 6 000 militants du PDCI étaient justement aux urnes. Le scrutin s'est déroulé dans 45 sites répartis dans chaque chef-lieu de région. À Boaké, dans la région de Gbeke, les 325 électeurs à jour de leur cotisation ont voté à l'unanimité. Tigane Thiam, président du parti comme candidat du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2025. Le parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté a aussi son candidat pour la présidentielle. Kevin Fieni Kofi entend faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Sa politique sera axée sur l'entrepreneuriat. Ahmed Traoré. L'échiquier politique ivoirien enregistre un nouveau candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il s'agit de Kevin Fieni Kofi,
qui se dit prêt à défendre les couleurs de son parti, dénommé Pro-PDS, à savoir Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Lors de cette rencontre qui a servi de cadre pour l'annonce de sa candidature, il donne les raisons qui l'exhortent à se présenter. La Côte d'Ivoire depuis fédérale, nous pensons que déjà ce projet est novateur, est radical. Voilà, c'est une nouveauté, c'est une particularité parce que nous sommes les seuls. Dans notre constitution, que ce soit marqué que chaque citoyen ivoirien a droit à un prêt, au moins une fois, mais remboursable. Ce n'est pas impossible. Je ne parle pas des prêts que nous connaissons actuellement où vous avez des tonnes de documentation à remplir. Non, je ne parle pas de ça. Ça doit être très simplifié. Tu es un Ivoirien, tu as toutes tes facultés, tu résides en Côte d'Ivoire, on connaît ton lieu, on connaît ton projet. L'État même peut même te louer, te prendre même, pourquoi pas, à un magasin, t'aider, t'accompagner puisque tu vas rembourser. Mieux, nous avons dit que l'État doit être partenaire de tout entrepreneur. Non, il n'y a pas matière à s'inquiéter quant au retour de ces fonds qu'on aura à donner à ces entrepreneurs-là. Le Pro-PDS est un parti politique créé en 2019. À ce jour, il revendique plus de 860 000 militants répartis sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, loin du terrain politique à présent. Le ministre Adama Diawara, en mission aux États-Unis depuis quelques jours, achève son séjour dans l'une des meilleures universités du monde. Son ambition est claire, nouer des partenariats solides et durables entre la Côte d'Ivoire et l'un des plus grands pôles mondiaux d'innovation, de recherche et de formation. Envoyé spéciaux à Boston, Sephora Zegui, Traoré Zakaria. La Côte d'Ivoire accélère sa marche vers l'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Une ambition forte portée au plus haut sommet de l'État et qui prend forme aux États-Unis lors d'une visite stratégique menée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Point d'orgue de cette mission, le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Un nom synonyme de savoir, d'innovation, de technologie de pointe. C'est ici, dans ce temple mondial de la recherche, que le ministre ivoirien achève sa mission avec une série de rencontres décisives. Première étape, le MIT Media Lab, un haut lieu de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'innovation numérique. Le ministre y a exploré les pistes d'intégration de ces technologies dans les universités ivoiriennes. Cette visite nous a permis de voir un certain nombre d'infrastructures et d'équipements qui impressionnent. Et deuxièmement, surtout les discussions que nous avons eues avec les premiers responsables de l'Institut. Et je signale simplement que MIT actuellement est à un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ou l'INPHB si vous voulez. Et après discussion avec les premiers responsables de MIT, nous avons convenu d'intensifier cette collaboration entre MIT et les structures d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, notamment l'INPHB évidemment, mais également les universités publiques. Et il y a un certain nombre de segments sur lesquels cette collaboration va se faire. Il y en a 5 précisément. D'abord sur l'entrepreneuriat. Et MIT a une expérience en la matière dont nous allons nous inspirer. Deuxième axe, c'est comment implémenter au niveau des entreprises les innovations technologiques qui sont élaborées au niveau des laboratoires universitaires. Enfin, le MIT Office of Open Learning, un centre d'expertise en apprentissage numérique et à distance, au cœur de la stratégie ivoirienne de modernisation de l'accès au savoir. Une collaboration concrète est désormais en marche. Dans les prochains jours, un accord de partenariat historique sera signé. À la clé, le soutien du MIT pour la création de technopoles en Côte d'Ivoire. L'intelligence artificielle fait partie des composantes de la révolution numérique. Donc, pourvoyeur de métiers de demain. Vous savez que notre système d'enseignement supérieur a un point de faiblesse sur les STEM. Donc là, et comme MIT est à la pointe en la matière, nous allons donc tisser de la coopération avec MIT pour voir dans quelle mesure on peut implémenter dans nos structures d'enseignement supérieur certaines formations qui sont faites à MIT ici, avec, j'aurais dit, des échanges d'enseignants et d'étudiants entre nos structures d'enseignement supérieur et MIT. Et enfin, 5e axe de coopération que nous allons développer. Et cet axe-là a trait à la création future de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, l'ASCI. Très bientôt, nous allons passer à la phase signature de ces accords de coopération. Un partenariat d'avenir, symbole d'un pays résolument tourné vers l'innovation, l'excellence et sa jeunesse. Un pas de géant pour la Côte d'Ivoire qui mise sur le savoir,
comme levier de développement durable et de transformation sociale. Ce partenariat avec le MIT gage d'un développement technologique et scientifique prometteur. La vie présente deux tableaux, malheureusement. La grande faucheuse nous a arraché le diplomate ivoirien Essi Amara. Il s'est éteint, vous vous souvenez, le 8 avril dernier à Abidjan. Et on garde de lui le souvenir d'un homme d'État au service de la paix et de l'unité africaine. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a organisé une cérémonie d'hommage pour honorer sa mémoire. Le témoignage est signé Marie-Chantal Akanda. Un géant s'est éteint, emportant avec lui un pan de l'histoire diplomatique africaine. L'hommage rendu à l'ambassadeur Essi Amara, figure emblématique de la diplomatie ivoirienne, a fait ressortir l'image d'un homme profondément engagé pour la paix, la justice et l'unité du continent. Personne n'oubliera Essi Amara, personne n'oubliera le grand diplomate qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. Personne n'oubliera l'homme discret qu'il a été, qui ont fait qu'il ait réussi des missions que peu de ministres des Affaires étrangères dans le monde auraient réussi. C'est vraiment une personnalité qui a beaucoup contribué pour le rôle de l'Afrique sur la scène internationale, pas seulement pour son pays, la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique en général. Essi Amara a consacré sa vie à servir avec dignité la nation et l'Afrique. Les hommages, empreints d'émotion, ont salué la sagesse, l'élégance et l'engagement d'un homme dont les valeurs humaines ont marqué des générations. Il était une chance pour vous et pour l'ensemble des diplomates ivoiriens, mieux leur référent. Il était une icône de la diplomatie. Séchons nos larmes et soyons fiers de l'héritage de grande envergure que le ministre Essi lègue avec générosité à chacun et à tous. Courage à vous, famille Essi. La famille a exprimé sa profonde gratitude pour les nombreuses marques de compassion et de solidarité reçues. Depuis l'annonce de son décès, les messages d'hommage, de compassion et reconnaissance fusent de partout. Je voudrais renouveler les remerciements de la famille au ministre et à l'ensemble du personnel du ministère pour leur mobilisation et pour ce brillant hommage rendu à l'illustre disparu. C'est dans le recueillement que s'est achevée la cérémonie, avec des prières pour le repos de son âme. Saluons le dernier voyage de cet artisan de paix. Essi Amara s'en est allé, mais il laisse en héritage la mémoire d'un diplomate à déception, d'un sage pour qui la paix fut un combat et la diplomatie un art. Ce vendredi 18 avril, il sera conduit à sa dernière demeure, là où reposent les grandes âmes. Voilà Essi Amara qui reste une référence dans le monde de la diplomatie et son parcours inspire notamment le nouvel ambassadeur au Gabon, Kouadio Konan Bertin, ancien ministre de la Réconciliation nationale, travaille lui au renforcement de la coopération entre ces deux pays frères. Alexis Ouedraogo. Le Gabon, plus de 267 600 km² pour moins de 2 500 000 habitants. Ce pays d'Afrique centrale, 6e producteur de pétrole en Afrique, partage une longue relation d'amitié et de travail avec la Côte d'Ivoire. 8 000 Ivoiriens sont installés sur ce sol qui a reçu le 6 novembre dernier les lettres de créance de son nouvel ambassadeur, Kouadio Konan Bertin. Il faut remonter déjà dans l'histoire depuis 1974, quand le président Félix Houphouët-Boigny et Omar Bongo se retrouvent à Franceville déjà pour signer la grande commission mixte ivoiro-gabonaise. Alors, depuis cette date, les choses vont montrer beaucoup d'accords, jusqu'à 41 à peu près d'accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et ils ont même mis en place un comité de suivi et évaluation pour examiner le niveau d'exécution des grandes commissions mixtes. Je dois dire que nous étions les élections ici au Gabon, nous serions à la troisième réunion du comité mixte qui doit se tenir à Abidjan.
Une coopération qui impacte positivement les relations entre populations. Il faut dire que les Gabonais, ils aiment beaucoup les Ivoiriens. Donc, il y a forcément des similitudes qu'on retrouve, comme la bouffe. On a la sauce graine là-bas. On a le Niemboué ici, qui est similaire. Côté festif, ils aiment aussi la fête. Il y a vraiment de très bonnes interactions entre nous. J'ai même un ami ici. Il est plus qu'ivoirien parce qu'il n'écoute que la musique ivoirienne. Moi, j'étais étonné de trouver des CD de Arafat. Avec lui dans sa voiture, c'est la musique ivoirienne. Chaque fois qu'ils ont des vacances, la destination privilégiée, c'est Abidjan. Ils aiment Abidjan, comme les Ivoiriens aiment aussi Libreville, Port-Gentil ou le Gabon tout court. Je dois le dire, depuis que je suis là, à peine 4 mois, j'ai été témoin d'une dizaine de mariages entre Ivoiriens et Gabonais. Nous avons tout en commun. Plus de 5000 Gabonais sont installés en Côte d'Ivoire. Les deux pays entendent tirer profit d'un cadre de coopération sud-sud plus dynamique dans les secteurs notamment de l'agriculture, du minier et de l'énergétique. Ici en Côte d'Ivoire, les ressortissants de la région du Poro, résidant à Ouangolodougou, ont désormais un chef. Issa Nangala Silue veut promouvoir la paix, la solidarité, le vivre ensemble. On en parle avec Adesso Godogo. Issa Nangala Silue, 79 ans, retraité, ex-cuisinier, marié et père de 10 enfants, est le nouveau chef des ressortissants de la région du Poro, vivant à Ouangolodougou. Sa venue était très attendue par la communauté Sénoufo. Cohésion, vivre ensemble et solidarité sont les maîtres mots qui guideront son temps de règne. Son porte-parole remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. C'est important pour nous d'avoir quelqu'un au niveau de l'administration qui défend nos causes auprès de l'administration. Le chef me charge de dire à toute la communauté Sénoufo qu'il est à leur disposition. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro, et avec pour parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, a permis d'inviter cette communauté à contribuer au maintien de la paix à Ouangolodougou et le reste de la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo finalement finit par se démarquer de certains autres peuples par sa façon de vivre. Nous avons notre tradition. Chez nous, en pays Sénoufo, le chef se respecte. Parce que c'est dans la discipline et le respect des sages que nous allons avancer. Cher Silue Issa, vous serez le guide de votre communauté, celui qui devra assurer la paix, la justice et la cohésion sociale, comme prôné par notre guide providentiel, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Le nouveau chef des ressortissants du Poro, Issa Nangala Silue, totalise environ 60 années de vie à Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. On prie aussi pour le Soudan. Près de 20 pays et organisations internationales volent le secours du Soudan en proie à une guerre depuis 2 ans. Réunis donc dans la capitale britannique, ils ont lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat et ont promis de soutenir l'assistance humanitaire. Plus de 800 millions d'euros, c'est la somme promise par l'ensemble de ces pays et institutions qui ont pris part à la conférence tenue hier mardi 15 avril à Londres en vue de lever des fonds pour aider la population de ce pays ravagé par 2 années de guerre entre l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide. Point final de ce 20h, je vous retrouve demain à la même heure sur ce même plateau et surtout dans la paix. À demain, portez-vous très bien.